Preston. Jeff est né à Port Elgin, en Ontario, et a reçu un diagnostic d'une maladie neuromusculaire rare, une myopathie, à l'âge de 3 mois, qui l'oblige à utiliser un fauteuil roulant électrique. Jeff a plaidé pour lui-même et pour d'autres personnes qui ont des handicaps qui espèrent vivre une vie indépendante et sans barrière. Jeff a complété une maîtrise à UWO, l'Université de Western Ontario, où il a écrit sa maîtrise qui s'appelle Capacité augmentée et identité intégrée, comprendre, s'adapter avec la technologie et la construction du handicap. En 2014, Jeff a complété un doctorat en études supérieures. Son titre, c'est Imaginer les handicaps, représentation de la perte et de la limitation dans le film et la télévision populaire. Le premier livre de Jeff a été publié en 2016 et Jeff est actuellement professeur adjoint sur les études sur les handicaps au King's University à Western University à London. Jeff, je pense que j'ai tout couvert ta biographie et je vais te laisser la parole à partir de maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de ne pas avoir mentionné mon numéro d'assurance sociale et mon type sanguin. Merci. Je vais prendre tout votre écran maintenant parce que, en tant que professeur, de la façon comme font les professeurs, j'aime beaucoup prendre toute la place pour présenter des PowerPoints un petit samedi matin, c'est très important. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître le territoire. Today from the traditional lands of the Je fais la Anishinaabe. présentation à partir du territoire territorial des Anishinaabe, Wahiru-Wendat et d'autres peuples qui sont connectés à ce canton. Et certains remontent au traité de 1796 avec le traité du Wampum. Il est important pour nous de nous souvenir que l'incapacité est partout et cela inclut trouver l'incapacité dans nos communautés autochtones qui sont à l'intersection du handicap, de la race et d'autres formes de discrimination et qui ont un besoin urgent d'aide. Nous devons nous en souvenir et nous souvenir que nos expériences sont différentes, mais nos oppressions peuvent être partagées. Et maintenant, je vais parler un petit peu de mon cheminement, un petit peu des réflexions pour vous expliquer d'où je viens. Je vivais à la maison avec mes parents quand je suis passé maintenant à la grande ville de London, en Ontario, et j'ai obtenu une éducation. Et j'ai décidé que le monde réel n'était pas pour moi, que j'aimais mieux plutôt décider de rester à l'université pour toujours. À un moment donné, je me demandais, quand on m'a demandé de faire une présentation ce matin, je me demandais si je devais choisir quelqu'un qui n'avait vraiment grandi, là, qui était resté dans le monde académique. Mais maintenant que j'ai presque 40 ans, c'est difficile à dire pour moi que j'ai presque 40 ans, mais je suis là. Et je suppose que j'ai quand même un peu d'expérience, un peu de cicatrice de bataille, si vous voulez, puisque j'ai vécu une vie qui m'a permis de devenir incroyablement un adulte, ce que je n'aurais jamais cru auparavant. Avant de vous dire qui suis-je, vous avez un diaporama de qui je suis, mais je suis un conteur d'histoires. Plus qu'autre chose. J'aime conter des histoires sur des choses que j'ai faites, sur des choses des endroits où je suis allé, des choses que j'ai apprises. Et c'est ça l'idée ici, de parler un petit peu de certaines des histoires, parler de mes expériences vécues et de ce que j'ai appris de ces expériences et ce que j'ai fait avec. Mais maintenant, si les gens veulent savoir de moi d'habitude, ce que les gens veulent savoir, c'est pourquoi je suis dans un fauteuil roulant. C'est la première question que tout le monde va vous poser. Pourquoi es-tu en fauteuil roulant? Peu importe, pourquoi êtes-vous dans un fauteuil roulant? Les gens voient le fauteuil roulant et ils veulent savoir pourquoi. Mon histoire est probablement assez semblable aux histoires de certaines des personnes qui écoutent cet appel actuellement. Quand j'étais jeune, mes parents ont réalisé assez tôt que je n'étais pas tout à fait la même que ma sœur aînée. Ensuite, souvent, on m'a amené au bureau du médecin et c'est là qu'on m'a diagnostiqué avec une forme rare de dystrophie musculaire. De façon intéressante, à l'époque, je vivais dans l'Ontario rural, à Port Elgin, sur les rives du merveilleux lac Huron, et mes parents m'ont demandé si je voulais faire partie d'un groupe de parents. Alors, mes parents ont dit, oui, on adorerait faire ça, nous connecter avec d'autres parents. Ça les emballait, ils ont mis leur nom, ils se sont inscrits et ils ont eu leur première réunion. Et il y avait seulement 2 membres dans leur groupe, ma mère et mon père. Il n'y avait pas d'autres parents dans la région.
qui avaient des enfants avec la dystrophie musculaire. Alors, on était pas mal isolés là-bas. Malgré cela, mes parents voulaient que je m'implique dans le monde de la dystrophie musculaire. C'est important que je rencontre d'autres personnes comme moi. Et c'est pour cette raison que, quand j'étais assez jeune, j'ai commencé à faire des campagnes de financement. J'ai fait partie de l'Association de la dystrophie musculaire du Canada à l'époque, MDAC, comme ça s'appelait. Maintenant, il y a des lettres qui ont été enlevées. Depuis là, j'étais un avocat pour la dystrophie musculaire. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai été le premier représentant national pour DMC. J'ai voyagé pour parler de l'organisation, parler de ce handicap, pour recueillir des fonds et faire des télétons. Dans ce monde, j'ai beaucoup appris comment parler, comment conter mon histoire, comment me connecter avec les gens, comment parler en public. Et peut-être que j'étais un peu c'était pas surprenant quand je suis arrivé à l'université la première année. Je regardais le professeur qui parlait devant la salle et je me disais, je pense que ce serait quelque chose que j'aimerais peut-être faire, être professeur devant une salle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai complété un ensemble d'études à Western Ontario et je suis resté pour la maîtrise. Et ensuite, je suis éventuellement entré dans un programme de doctorat. Maintenant, je suis professeur adjoint d'études sur le handicap Campbell, qui est une branche affiliée de l'Université Western. Qu'est-ce que je fais de mon travail? Mon travail, en bout de ligne, est fondé sur la recherche et de l'enseignement. J'enseigne à des études sur les handicaps à Tim. J'enseigne 2 classes sur les médias également. Sur la culture populaire, un deuxième cours sur la culture populaire et le cours que je préfère enseigner, c'est le cours de 3e année, Memes and Dreams, les memes et les rêves. Alors, ça porte sur les représentations, les constructions du handicap dans la fantaisie populaire. Ah, c'est ça, moi, en résumé. Et je suis un petit peu une personne qui aime faire le fou. Je pense que vous le voyez, j'ai fait du travail à la télévision, j'ai voyagé un peu et j'ai publié mon premier livre sur la fantaisie de l'incapacité. Je ne recommande pas ce livre, franchement. Il coûte trop cher. C'est un petit peu ennuyeux aussi. Alors, si vous voulez savoir sur quoi porte le livre, envoyez-moi un courriel et je peux vous dire gratuitement sur quoi ce livre porte. Alors, qu'est-ce que j'ai appris dans tout mon cheminement? Eh bien, pour ça, je pense qu'il faut retourner au tout début de la transition vers l'âge adulte. C'est le moment où vous quittez vos parents, vous les laissez derrière. Quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais à l'école secondaire, c'est que je me suis aperçu que on parlait toujours en mon nom. Les gens avaient l'air de savoir ce que je devrais faire ou ce que je devrais vouloir. En fait, ça ne me laissait pas beaucoup d'espace pour prendre mes propres décisions dans le monde réel. Mes parents ont toujours été là pour m'appuyer et ils voulaient vraiment que je sorte, que je connaisse le monde, que je fasse des choses et que je me dirige moi-même. Mais ils ont eu la foi en moi. Ils avaient très confiance en moi comme aucune autre personne. Quand je suis entré au collège ou à l'université, les gens disaient souvent, oh, je ne pense pas que ça va être possible. Pour toi, comment tu pourrais te déplacer? Comment tu pourrais quitter tes parents et vivre de façon indépendante? Non, il faut que tu restes avec ta famille. Ta famille est là pour s'occuper de toi. Et quand je pensais à moi-même, je pensais à des façons où je me disais, j'ai senti une véritable pression pour rendre mes parents heureux. Je sentais une pression sur mes épaules pour que le monde autour de moi soit heureux aussi, le monde extérieur. Une des choses importantes que j'ai dû apprendre, c'est que d'une certaine façon, il fallait que je commence à penser par moi-même. Je devais commencer à épouser la façon dont je peux prendre des décisions moi-même. Et les choses que je voulais, il y a des choses que je voulais, il y a des choses que j'aimais qui n'étaient pas nécessairement alignées avec les désirs des parents, des médecins, des voisins, des gens dans la communauté ou des gens que je rencontrais par hasard dans la rue. Et j'étais chanceux parce que mes parents avaient une philosophie très intéressante qui était la suivante. Il fallait que je sois capable de parler pour moi-même. Et je me souviens, quand j'étais très jeune, mes parents se sont battus avec la commission scolaire à l'époque. On passe beaucoup de temps à se battre avec ces gens-là, bien sûr. Et je ne voulais pas aller à la réunion. Ils avaient une réunion, je ne voulais pas. J'ai dit, ah, c'est plate, je n'aime pas cela, c'est ennuyeux. Mes parents m'ont envoyé. J'ai demandé à ma mère, pourquoi est-ce que je fais ça? Et ma mère, dans sa façon très pragmatique, m'a regardé et m'a dit, Jeff, un jour, je serai morte, hein, et tu vas devoir faire ça toi-même. Et je pourrais mourir dans 50 ans
Je pourrais mourir demain aussi. Il faut que tu sois prêt à te défendre toi-même et à parler en ton propre nom. Tu dois apprendre comment te battre pour tes propres besoins. Et tu dois aussi apprendre à te battre en faveur des besoins des autres. Ah, ça m'a vraiment frappé. Probablement parce que ça me terrifiait. Tout d'un coup, cette réalisation qu'un jour, mes parents mourraient, je serais tout seul au monde. Mais pas juste ça. J'avais l'idée que peut-être que je pourrais changer le monde. Peut-être que je pourrais avoir un effet, un bon effet, un effet positif sur le monde. Alors, pourquoi devriez-vous parler en votre propre nom? Parce que personne d'autre ne le fera. Il n'y a que vous qui connaissez votre histoire, vos limites, vos besoins. Une partie de votre travail dans la transition vers l'âge adulte, c'est d'apprendre à exprimer ses besoins, ses désirs, apprendre comment parler en votre propre nom pour vous défendre. Oui, j'ai fait ça. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à étudier, j'ai passé à l'université. Finalement, j'ai décidé que je quitterais lorsque j'avais 19 ans. Et j'ai dit, je vais aller à l'école à Western, à l'université. Quand je suis arrivé à l'université Western Ontario, ça faisait terriblement peur. C'était la première fois que j'avais jamais été seul, loin de mes parents. Mes parents vivaient à 2 heures de route. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit. J'étais tout seul. Et maintenant, je devais me fier aux soins d'étrangers, d'autres étudiants universitaires que j'avais engagés pour faire mes soins personnels. Et la première journée à Western m'a fait encore plus peur parce que la plupart des universités mettent les étudiants dans des résidences avant tout le monde. Alors, je vivais en résidence 2 jours avant qu'il y ait personne dans cette résidence. Il y avait moi dans une résidence géante. J'étais tout seul dans ce grand édifice. C'était très, très tranquille. J'étais dans ma petite chambre et je me demandais si je n'avais pas fait la plus grosse erreur de ma vie. Quelques jours plus tard, les gens ont commencé à arriver, j'ai commencé à me faire des amis, j'ai commencé à réaliser que c'est possible. Et je suis devenu très intéressé, très profondément dans l'université universitaire, que j'ai oublié d'appeler mes parents après la première semaine. Et ma mère a eu bien peur. Elle voulait appeler la police pour qu'on me trouve. Elle avait peur que je sois perdu. Alors, règle numéro 1, c'est important de quitter vos parents, de les laisser derrière vous. Mais souvenez-vous de leur faire un appel téléphonique pour qu'ils sachent que vous êtes bien. J'ai dit, maman, je suis correct, je ne suis pas mort, je n'ai pas appelé, c'est parce que m'amusais trop, c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé. Quand j'ai commencé à faire ma première année d'université, quand j'ai commencé à vivre de façon autonome, j'ai réalisé tout d'un coup que vivre de façon autonome, d'être autonome en général, ça peut être très difficile, c'est beaucoup de travail. La réalité pour quelqu'un comme moi, pour les gens qui ont la dystrophie musculaire, c'est que notre temps et notre énergie n'est pas la même que l'énergie des autres. On fonctionne dans le domaine de ce que j'appelle du temps rapide. Quelquefois, notre temps, c'est des heures. On dépend de systèmes pour nous transporter et eux opèrent selon leur propre horaire. On a des horaires. Ça me prend plus de temps à me préparer quand je veux manger ou quand je veux m'habiller ou faire n'importe quoi. Ça veut dire que être autonome et indépendant, ça veut dire trouver une bonne façon d'utiliser votre temps. Il s'agit d'apprendre une routine, de planifier les moments que vous avez besoin pour votre vie en comprenant que vous avez le droit de prendre votre temps, d'être lent. C'est correct d'être lent. Alors, soyez patient avec vous-même et apprenez que vous pouvez dire non quelquefois. Vous pouvez être différent. Vous avez le droit d'être différent. Être autonome, ça veut dire aussi essayer de comprendre quels sont les systèmes qui vont vous entourer. Vous familiariser avec ces systèmes et faire vos recherches. Dans mon cas, sur une nouvelle communauté. C'est quoi la transition? Il faut demander comment appeler les transports. Qui sont les agences locales qui fonctionnent et qui travaillent dans votre ville? Pouvez-vous vous impliquer comme bénévole, peut-être comme membre du conseil? Tout ça, ce sont des bonnes choses à faire. Trouvez les autres personnes handicapées dans votre communauté. Ne vivez pas en isolation. Une bonne façon de trouver des personnes handicapées, les sports. Je pense que les choses les plus organisées pour les handicapés dans le monde, c'est le monde du sport. Si vous n'avez pas joué à des sports, si c'est simplement regarder des sports, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes. Et jouer, ça peut être une bonne façon de se déstresser aussi. Ça veut dire aussi commencer à gérer vos propres soins. Et ça, c'est quelque chose qui a été la chose la plus difficile à apprendre parce que je n'étais plus simplement un récepteur passif de soins. Je n'étais plus une personne dans un lit d'hôpital. Oh, l'infirmière va venir, on va faire son travail et elle va partir.
Et je savais qu'il fallait que j'éduque les gens sur les choses dont j'avais besoin pour que je puisse vivre de façon autonome. Et je pouvais leur enseigner comment me lever, comment me sortir de ma chaise, comment me préparer les aliments de la façon que je voulais, leur expliquer comment ça allait pour la salle de bain aussi. Ça peut être un peu intimidant, mais souvenez-vous que vous êtes un détenteur de connaissances. Vous êtes la personne qui a cette connaissance secrète de la façon dont vous devez être au monde et épouser cette réalité, partagez-la avec d'autres, parce que les gens qui vont venir vous aider, travailler pour vous, veulent aussi vous connaître et ils ont besoin de votre aide pour ça. Il ne s'agit pas seulement d'une personne qui travaille sur vous, mais c'est une personne qui travaille avec vous et non pas sur vous. Ça peut être amusant, ça peut être aventureux, ça peut faire peur. La première fois que j'ai dû congédier une personne qui m'aidait, c'était terrifiant. Elle était très en colère. Elle ne pouvait pas croire que je la congédiais. J'avais fait quelque chose de fou, comme elle ne s'était pas montrée 2 fois de suite pour son travail, elle ne s'était pas présentée, mais ça valait la peine de la congédier, même si ça a été dur, même si ça a été fâchant, mais j'ai dû épouser la réalité que moi, j'ai un droit de vivre heureux, en toute sécurité, de façon fiable dans ma maison. Et malheureusement, cette personne n'était pas capable de me donner cela. Finalement, il est important de se souvenir que vivre de façon autonome, il s'agit aussi d'être créatif. Une partie de votre travail, c'est que quand vous faites la transition vers l'âge adulte, c'est de trouver des solutions pour les problèmes que vous rencontrez. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à trouver des façons intéressantes pour essayer de résoudre des problèmes à mesure que je traitais de ces processus. Une des choses, des appareils adaptatifs les plus importants, c'est un bâton de hockey. J'utilise un bâton de hockey pour tellement de choses. C'est formidable pour ramasser des choses sur le plancher. C'est formidable pour fermer les commutateurs. C'est bien pour trouver des choses sur l'étagère si je veux pas l'atteindre, pour ouvrir les stores, fermer les stores, pour trouver mon téléphone cellulaire lorsque je l'ai échappé sur le sol. Un bâton de hockey, c'est un bon instrument adaptatif pour moi. Mais peut-être qu'il y a de meilleurs outils qui vont mieux fonctionner pour vous. Alors, essayez ces outils, essayez beaucoup de choses et soyez créatifs un peu. Apprenez comment des poignées, comment mettre des crochets partout pour accrocher les choses, ou les Madvec. C'est toutes sortes d'appareils qui peuvent être utilisés pour faire des choses très, très cool. Alors, pensez à ces choses, installez des crochets partout. Pensez à la façon dont vous pouvez créer un monde différent qui va correspondre un petit peu mieux à votre style. Je garde toujours cette idée qu'il faut aussi se souvenir que le monde des adultes, c'est un processus itératif. Être un adulte, c'est un processus itératif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut apprendre de nos erreurs, il faut apprendre de ce qu'on a fait qui ne marchait pas. Il y a des choses qui ne marcheront pas très bien de la première fois. Une des choses pour moi, c'est d'être bloqué tout seul dans le lit. Quand j'étais à l'université, j'avais une préposée que j'étais là, j'étais plein de divulgations, c'est ma faute, j'étais un petit peu tard, mais je ne suis pas une personne qui est très bien. Alors, quand un aide est venu pour me lever le matin, j'étais encore tout à fait endormi et il m'a demandé, « Oh, voulez-vous vous lever maintenant? » Parce qu'il fallait que je mange avant de commencer ma routine du matin. Et j'ai dit, « Non, 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 je vais rester endormi. » Alors, j'étais pleinement endormi. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Je ne me souviens pas de cette conversation. Alors, ce qui s'est passé, je me suis réveillé environ 30 minutes plus tard pour découvrir que j'étais totalement seul. Le préposé était parti. J'étais tout seul devant cette nourriture. Je n'avais aucun moyen de contacter personne. J'ai essayé de crier. Personne ne pouvait m'entendre. Et c'était un dortoir, là. Alors, j'étais pris dans cette petite chambre et j'ai dit, oh, oh, si je reste ici pendant assez d'heures, la prochaine journée va arriver et j'ai 12 heures à passer. Alors, je suppose que je suis ici pendant 12 heures. Heureusement, ils se sont montrés pas trop longtemps après, 1 heure plus tard. Il y a quelqu'un qui s'est pointé. Mais j'ai appris une leçon. J'ai appris que quand je suis dans le lit, j'ai besoin d'appareils pour pouvoir demander de l'aide. Alors, j'ai commencé à utiliser un petit appareil que j'ai mis sur le mur et je l'utilisais pour faire sonner pour de l'aide. Mais s'il n'y avait pas d'électricité, ça ne marchait pas. Alors, j'ai commencé à utiliser un walkie-talkie. Les walkie-talkies sont formidables. Ça n'a pas besoin d'électricité, mais il y a des batteries. La batterie peut tomber. Mais là, je serais bloqué à nouveau. Alors, j'ai commencé à dormir avec un walkie-talkie et un téléphone cellulaire. Mais bien sûr, à un moment donné, je me suis brassé un petit peu dans mon sommeil et le téléphone cellulaire est tombé du lit. Encore un autre problème. Mais écoutez, il y a une solution.
Et j'ai une montre Apple, une Apple Watch qui est connectée à mon bras, qui peut être touchée n'importe quand. Je peux appeler de l'aide, je peux appeler n'importe qui, je peux faire du téléphone. Ah, solution, la montre Apple, la Apple Watch. C'est quelque chose, quand ça ne marche pas, trouver une meilleure solution. Je pense que ça, c'est la clé quand on veut être un adulte handicapé, autonome. Créez le monde que vous désirez voir autour de vous. Finalement, mais enfin, certainement pas le moindre des choses, ce que je veux vous laisser, c'est une chose importante que j'ai dû apprendre quand je suis passé à l'âge adulte. C'est que moi et vous, c'est pas vous le problème, c'est pas moi le problème. Quand j'étais en première année, je regardais les piles dans la bibliothèque Weston, je faisais un essai de recherche, j'avais besoin d'un livre et je me promenais un peu parce que j'ai trouvé un livre qui a attrapé mon regard. Et sur le livre, le titre était La politique du handicap, les politiques autour des personnes handicapées. Et j'ai pris ce livre. Mon projet de recherche n'avait rien à voir avec ça, mais ça m'a intéressé. J'ai commencé à le lire et j'ai commencé à entendre ce langage que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai commencé à entendre cet auteur qui parlait des différentes façons dont, dans notre vie, on nous dit tout le temps qu'on est le problème. Les gens nous disent qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai la dystrophie musculaire. C'est quoi ton diagnostic? C'est la dystrophie musculaire. Et l'incapacité devient le centre de tout, de notre vie. Et tout ce qui ne va pas, on le blâme sur l'étiquette. C'est la faute de la dystrophie musculaire. Mais ce livre offre une question intéressante. La question était la suivante. Sommes-nous handicapés à cause du manque de muscles, incapacité de marcher, ou sommes-nous handicapés par le fait que le monde dans lequel nous vivons ne s'attend pas à ce que nous soyons là? Sommes-nous handicapés par le fait qu'il y a des marches à la porte et pas par ce qui est dans notre ADN? Ce n'est pas ça qui est tellement le handicap, c'est le fait qu'il y a des marches qui nous empêchent de sortir. Est-ce qu'on est handicapé que je ne suis pas capable de quitter comme une personne normale, entre guillemets, pour entrer dans le monde? Ultimement, vous avez des droits, vous avez des valeurs. Épousez-le, vivre de façon autonome dans le monde pour diriger votre propre avenir. Ça, c'est un acte radical, mais c'est la chose la plus importante dans laquelle on peut se trouver. The problem is a world of inaccessibility, a world of intolerance. Ultimately, you need to remember. Et ultimement, il faut vous rappeler que ce n'est pas vous le problème et que vous n'êtes pas seul. Alors, il y a des gens comme moi qui sont prêts et consentants à travailler, à lutter avec et pour vous. Alors, il y a plein de gens partout à travers le pays qui sont prêts à lutter avec vous, pour vous. Et au cours de cette transition vers l'âge adulte, vous allez prendre la relève, vous allez ensuite lutter pour quelqu'un d'autre qui va suivre derrière vous. Alors, c'est une lutte que nous gagnons. Et c'est difficile, c'est long, c'est ardu, mais nous progressons. Alors, j'espère que vous aurez une bonne occasion, que vous allez apprendre plein de choses et que vous allez comprendre que la transition vers l'âge adulte, la ligne est très mince, mais c'est aussi une expérience remarquable, emballante, excitante, étrange et d'une certaine façon incroyable, formidable. Alors, rappelez-vous, c'est à vous. Vous avez le contrôle. Merci.